je vais changer un peu de registre. Alors, le titre, c'est Citoyenneté et éducation dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau n'a pas posé précisément la question de l'abaissement ou du rehaussement de l'âge de la majorité électorale, à ce que je sache, mais il apporte beaucoup d'éclairages utiles, directs et indirects, à la question qui est posée aujourd'hui. Tout d'abord, Rousseau est un penseur soucieux de la définition de la citoyenneté. Il fustige ceux qui utilisent mal ce terme dans le contrat social ainsi, il écrit. Le vrai sens de ce mot s'est presque entièrement effacé chez les modernes. La plupart prennent une ville pour une cité et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoyens font la cité. Les modernes ne comprennent rien à la citoyenneté d'après Rousseau, et parmi eux tout particulièrement les Français, sujets servis de la monarchie, qui croient que la citoyenneté est une vertu qui est choix seulement à certains. Rousseau rappelle et martèle que c'est d'abord un droit et une liberté strictement politique. Tous les habitants de la République suisse, par exemple, n'en jouissent pas de cette citoyenneté. À la différence des habitants, à la différence des natifs et des bourgeois nés à l'étranger, seuls les fils de bourgeois genevois nés sur place sont des citoyens genevois. Le citoyen, en effet, n'est pas seulement celui qui a mieux, on l'a compris, mais celui qui s'identifie à la cité comme une entité morale, à son existence et à sa volonté de se maintenir ou de se défendre. Donc il a un intérêt et une intentionnalité particulière. Précisons tout de suite que la citoyenneté n'est pas incompatible avec l'idée de vertu, évidemment. Précisons qu'elle s'articule aussi à l'idée de patrie. Ce n'est pas un gros mot chez Rousseau, c'est très lié au républicanisme, le terme de patrie. Ça désigne pour chaque citoyen, bien ce que tu as dit, un ensemble indémêlable de droits et de devoirs. Le patriotisme est à peu près synonyme chez Rousseau de l'engagement républicain, dans ce qu'il peut avoir d'extrême, comme le fait de mourir pour la patrie, pour patria mourir, mais aussi ce qu'il peut avoir d'ordinaire. Rousseau sait aussi payer ses impôts, consentir à l'impôt, connaître les lois, se tenir informé des affaires, délibérer. Il faut aussi souligner que Rousseau est bien un penseur des âges de la vie. Et donc je suis contente qu'on en parle aussi en psychologie, comme ont pu l'être d'autres philosophes comme Platon ou Aristote. Émile de l'éducation est structuré par le passage de seuils, effectivement, qui ne sont pas marqués forcément par des âges conventionnels, 15 ans pile, etc. Même si dans le brouillon d'Émile, il y a des indications d'âge 12, 15, 15, etc. J'ai plus en tête le suivant. Alors, ces seuils ont directement à voir avec notre question, car ils engagent tous des degrés d'autonomie et de liberté croissants. On cesse d'être un enfant au sens étymologique du terme, quand on se déplace soi-même vers la nourriture, par exemple, ou qu'on exprime ses besoins par le langage, au lieu que la nourriture vienne vers nous sans qu'on ait fait autre chose que de crier. Celui qui continue de réclamer pitance, alors sans bouger de sa chaise alors qu'il le pourrait, qu'il aurait cette énergie ou cette agilité, c'est un tyran en puissance, comme peuvent devenir tous les enfants, et comme certains adultes, deviennent certains adultes, qui n'a pas quitté l'état de servitude infantile, et qui n'a donc pas franchi avec succès ce cap et qui prépare très mal sa majorité. Excusez-moi. Enfin, Rousseau s'est bien posé la question de la majorité, particulièrement de la majorité civique. On le voit par exemple quand on lit le projet de constitution pour la Corse, où il propose de substituer aux distinctions sociales féodales qui sont basées sur la naissance et l'habitation, ou sur le sens CENS, un nouveau système dans lequel il va distinguer le citoyen du patriote et de l'aspirant. J'y reviendrai si j'en ai temps. Bref, on ne naît pas citoyen tout armé de la cuisse de son père, on le devient. Comment et sous quelles conditions passe-t-on de la minorité à la majorité civique? Faut-il accomplir quelque chose pour le devenir? Ou au contraire, être décrété majeur pour exercer les droits qui vont avec, ainsi que les devoirs? Je vous propose de suivre ce fil selon 3 types de réponses qui sont données par Rousseau, une succession que je vous propose dans laquelle chaque moment qui suit représente l'approfondissement des conditions des moments précédents, mais il n'y en a que 3. Tout d'abord, une condition formelle pour être majeur, celle du vouloir. Être majeur, c'est vouloir par soi-même. Mais sur quoi s'appuie cette forme? Il faut remonter, pour pouvoir le dire, aux conditions substantielles de cette volonté. Tout d'abord, la condition substantielle de la connaissance, posséder un certain savoir, car on ne peut pas vouloir ni se décider sans un minimum de connaissance, et il s'agit de savoir quelle connaissance. Et deuxième condition substantielle, troisième moment de l'exposé, connaître ne se sépare pas en réalité chez Rousseau d'une certaine pratique et d'un faire.
soit des conditions de la majorité de 3 différents genres qui se complètent et que je vous propose dans l'ordre suivant: vouloir, savoir, faire. Alors, vouloir. La question de la majorité civique se pose à l'âge classique, disons pour les contemporains, si nous remettre un peu dans leur mentalité, si c'est possible. Donc cette question, elle se pose bien sûr en référence à l'idée de majorité civile. Je n'avais pas la règle du jeu, il fallait dissocier les deux. Donc, nul n'ignore à cette époque que le moment de l'émancipation varie en fonction du sexe, en fonction du système de droit auquel on est rattaché, romain, coutumier. Et Rousseau aborde le problème dans le discours sur l'économie politique, par exemple, quand il se demande ce que deviennent les fils quand leur père meurt. Et le contexte est bien sûr masculin, je dirais malgré seulement 3 lignes sur les femmes, je pourrais revenir après. Donc devenir sui juris, c'est décider de ses affaires par soi-même, ne plus avoir à demander à son père l'autorisation de gagner de l'argent, de dépenser à sa guise, de se marier, de s'établir. Certains, et surtout certaines, restent d'éternels mineurs, et chacun sait que les femmes qui se marient se contentent à l'époque de changer de maître, en passant tout simplement d'un père à un mari. Ensuite, à l'époque, les contemporains de Rousseau connaissent bien sûr le système de métaphore qui conduit à présenter les chefs politiques, ou les rois, comme des pères, et les spécialistes savent aussi que Locke ou Sidney avaient lancé des hostilités contre le patriarcalisme politique d'un fumeur ou d'un bossuet. Et c'est un combat que reprend ouvertement Rousseau dans les premières lignes du contrat social, tout le monde les connaît. La participation au contrat social exprime donc une dimension formelle de la majorité, le fait que le majeur veut par lui-même, qu'il exprime sa volonté par des actes qui sont suivis des faits, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler. Donc le citoyen ordinaire membre du contrat social est l'auteur de la loi, il est également le sujet de cette loi qu'il a choisie, et cette condition de se donner à soi-même sa loi, l'autonomie, eh bien, en fait un majeur. Tous les autres, tous les non-membres du contrat social, sont privés de majorité. Donc cette condition de la majorité, qui demande de vouloir par soi, reste cependant négative et formelle. Négative car elle ne dit rien des actions positives qu'exerce le majeur, elle décrit simplement l'abstention des tuteurs, si on peut dire. Elle est formelle car elle ne dit rien du contenu de ce dont on décide, qui n'est pas séparé chez Rousseau, malgré son droit, de l'exercice de la volonté générale. Et sa volonté de volonté. Or, Rousseau n'imagine pas qu'on devient majeur pour voter n'importe quoi qui pourrait aller contre son intérêt. Tous ceux qui essaient de réfuter la volonté générale, en y voyant la position d'un positiviste qui aurait dit que tout ce que dit la volonté générale est sacré, juste parce que c'est elle, tombe à côté du problème. Il n'est pas seulement majeur par ce que l'on veut, mais par ce que l'on sait, ce que l'on veut, et ce que l'on veut, c'est son intérêt. C'est seulement à partir du moment où on est capable de le voir qu'on commence à devenir majeur. Donc la volonté d'un majeur a aussi un contenu, une substance, qui est son propre intérêt. Donc je passe aux conditions substantielles de l'exercice de l'accès à la majorité. Donc on comprend aussi qu'il y a quand même 2 cas très différents chez Rousseau. L'enfant garçon, qui ne connaît pas encore son propre intérêt, donc qui est constitutivement incapable d'être majeur, parce qu'il manque des capacités cognitives, tandis que le domestique, l'épouse, l'esclave, le prisonnier ou le pauvre, je peux y revenir, parce que chez Rousseau quand même ça se pose d'une façon particulière, sont simplement empêchés de poursuivre leur intérêt par eux-mêmes, ils sont tenus en tutelle alors qu'ils en auraient les capacités. Donc ce sont des cas très différents. Ces capacités de connaissance, qui sont celles du majeur en politique, de celui qui a le droit de vote, désignent 2 choses. Je voudrais faire la différence entre reconnaître son intérêt et connaître les conditions pour l'élaborer et le formuler. Reconnaître mon intérêt, on a dit à propos de l'individuation, ça me fait penser, c'est-à-dire être capable de dire que c'est bien le mien et pas celui d'un autre, de quelqu'un qui m'aurait manipulé, ou des autres membres de mon clan, de mon époux, mon épouse, de ma famille ou de ma religion. Rousseau a dit sa haine des factions. Reconnaître son intérêt, c'est être capable de se considérer comme un individu à part entière et séparé des autres. Et être citoyen, c'est se séparer en partie des autres, et pas seulement s'unir au tout politique, comme on croit parfois dans les visions, je ne sais pas, totalitaires de Rousseau. S'il veut comme citoyen, le citoyen veut en suivant la volonté générale, oui. Et celle-ci désigne le moment où, entre plusieurs lois, par exemple, qui lui seraient données à examiner, le citoyen est capable de repérer celles qui conviennent à son intérêt.
Donc c'est un acte hybride que de voter une loi, ni vouloir, ni connaissance. C'est pour ça que je préfère parler peut-être ici de reconnaissance. Et peut-être, pour accélérer un tout petit peu sur le temps avance, c'est une autre question que celle de la somme d'informations dont on est censé disposer pour pouvoir bien voter la loi. En fait, il faut reconnaître son intérêt. Le moment où je suis capable de dire moi, je ne vote pas comme mes parents, je ne vote pas comme mes communautés, etc., c'est reconnaître. Et le moment de connaître, c'est-à-dire connaître les conditions géographiques, économiques, géopolitiques, ça c'est autre chose. Rousseau sait très bien que c'est une objection à l'exercice de la citoyenneté. Oui, il faut savoir des choses pour exercer le droit de vote. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément avoir tous notre licence de sciences politiques? Ce n'est pas sûr. Et en fait, Rousseau sait que c'est une difficulté, il bute, et il n'a pas forcément la réponse magique à cela. Donc, il trouve des réponses qui ont beaucoup insatisfait ses contemporains. Il dit c'est mieux quand l'État est petit, il y a moins de connaissances à maîtriser, tout simplement. Et c'est mieux dans certaines conditions, quand la société n'est pas trop complexe. Mais ça ne veut pas dire que ignorant les mouvements de son temps, ça veut dire que la citoyenneté s'exerce mieux quand les choses sont un peu plus simples. En effet, une de ses grandes craintes, c'est la tentation du paternalisme, soit la tentation de confisquer aux citoyens, dans leur majorité électorale, leur droit à voter, à participer à la souveraineté. Et cette tentation est toujours très forte quand il y a des professionnels de la politique. Et Rousseau essaye d'y parler, mais il ne parvient pas toujours. La connaissance est un faible mur qu'on peut dresser contre ce danger. Je lis cette phrase que vous connaissez aussi, je pense. Si quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale et la délibération serait toujours bonne. Donc ce suffisamment informé est très important dans la doctrine de Rousseau. Alors, que je dois être suffisamment informé pour délibérer n'implique pas que je dois renoncer à délibérer. C'est l'axiome n'implique pas que je dois renoncer à délibérer, car si l'expert qui connaît plus que moi commençait à voter à ma place, eh bien il ne poursuivrait jamais mon intérêt en mon nom, ce soi-disant drapeau du paternalisme, et ce serait toujours le sien. C'est le même axiome qu'on trouve chez Tolstoï. Il n'y a personne mieux que moi qui soit bien placé pour dire ce qui est mon intérêt. Et peut-être que je ne le dis pas bien, mais je serai toujours le mieux placé pour le dire. Voilà. Donc, une grande place donc, chez Rousseau est donnée à l'éducation, on le comprend, au savoir politique, mais donc toute cette recherche éducative est subordonnée à l'exercice de la citoyenneté et tous les savoirs accessoires sont éliminés. Par exemple, dans ce texte qu'on dit d'application, qui est les considérations sur le gouvernement de Pologne, qui est un texte qu'on compare un peu à celui qui concerne la Corse. Je cite un texte un peu plus long. Voilà les conseils de Rousseau pour l'éducation polonaise. L'éducation nationale n'appartient qu'aux hommes libres. Il n'y a qu'eux qui aient une existence commune et qui soient vraiment liés par la loi. Un Français, un Anglais, un Espagnol, un Italien, un Russe sont tous à peu près le même homme. Il sort du collège déjà tout façonné pour la licence, c'est-à-dire pour la servitude. À 20 ans, un Polonais ne doit pas être un homme, il doit être un Polonais. Je veux qu'en apprenant à lire, il dise des choses de son pays, qu'à 10 ans, il en connaisse toutes les productions, à 12, toutes les provinces, tous les chemins, toutes les villes, qu'à 15, il en sache toute l'histoire, à 16, toutes les lois. Je 6 encore. Et qu'il n'ait pas eu, parce que là, c'est vraiment une élément, et qu'il n'ait pas eu dans toute la colonne une belle action, ni un homme illustre dont il ait la mémoire et le cœur plein, et dont il ne puisse rendre compte à l'instant. On peut juger par là que ce ne sont pas les études ordinaires dirigées par des étrangers ou des prêtres que je voudrais faire suivre aux enfants. Voilà, des connaissances qui sont importantes pour devenir un citoyen. Et Rousseau, dans l'Émile, alors je vais revenir sur la différence entre ces deux œuvres, Rousseau envoie Émile, comme Fénelon l'avait fait avec Télémaque, faire un voyage de formation en Europe, comparer tous les différents gouvernements, et d'autant mieux savoir où il voudra s'installer, une fois qu'il les aura comparés. Donc, j'invite Daniel à ne pas s'engager dans un autre contresens un peu rebattu à l'endroit de Rousseau, qui serait un petit utopiste très totalitaire, qui voudrait repeindre les murs de la cité d'une seule couleur et raser tout ce qui dépasse, genre nomade anarchiste et pourtant nostalgique de la discipline spartiate romaine. Et c'est pas tout à fait ça. Il a notamment vu la grande différence entre la citoyenneté à l'ancienne, c'est des Grecs et des Romains,
où les citoyens sont dans la démocratie directe, et puis c'est de Genève, bien sûr, et d'autre part, une citoyenneté plus en retrait, plus négative, celle de la modernité, dont il est question dans l'Émile, page 858. Le précepteur s'adresse à Émile. Si je te parlais des devoirs du citoyen, tu me demanderais peut-être où est la patrie, et tu croirais en avoir confondu. Tu te tromperais, mon cher Émile, car qui n'a pas de patrie a du moins un pays. Il y a toujours un gouvernement des simulacres de loi, sous lesquels il a été tranquille, sous-entendu, sous lesquels il s'est embêté de ce pays au moins des tribunaux, et auquel il doit quelque chose. Donc c'est cette citoyenneté moderne dont il est question dans l'Émile et pour lequel l'Émile se prépare. Alors, simplement, là je vais rejoindre la dernière partie du propos, la 4 minutes qui reste. Nous approchons une autre sorte de condition de la citoyenneté qui n'est pas seulement vouloir formellement, savoir reconnaître son intérêt, savoir certaines choses, mais aussi faire et pratiquer, exercer. De même que vraiment vouloir implique de savoir certaines choses, savoir ce qu'est son intérêt implique de faire certaines choses et de les exercer en première personne et d'acquérir certaines compétences. Dans son éducation, ce n'est pas du tout un hasard, Émile est invité à développer un savoir de l'économie. Il doit connaître les différentes branches de l'économie pour choisir le genre de métier qu'il voudra. Rousseau choisit pour lui la menuiserie. Il délaisse l'hypothèse de l'agriculture qui est trop humiliante à l'époque, tout simplement socialement. Les gens sont maltraités. Tandis que le menuisier est libre, il peut entrer dans une boutique, en sortir, si ça ne lui convient pas, les conditions d'emploi. C'est un métier propre, noble, qui lui convient très bien, qui n'est pas servile, qui n'est pas courtisan. Et donc, Émile se prépare à être menuisier. Et donc, dans cette zone grise, à partir de là, on distingue mal les conditions du savoir et du faire, et du savoir-faire, tout ça, commence, c'est pas qu'on les distingue mal, mais en tout cas, elles commencent à s'ajouter aux conditions du savoir. Voilà. Alors, ce n'est pas juste la question de savoir couper des planches et fabriquer des armoires, de devenir menuisier. Ce que cherche Émile en étant menuisier, c'est de devenir indépendant socialement, d'une certaine façon autarcique, même s'il a des maîtres, il peut en changer, c'est un équivalent de l'autarcie. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il n'est ni trop riche pour acheter autrui, ni trop pauvre pour se faire acheter par autrui. C'est le contrat social 3.11 sur les conditions d'une inégalité contenue. Et donc, quelque chose de très important chez Rousseau, qu'il faut marteler, la citoyenneté ne va pas sans une certaine égalité. On ne peut pas exercer la citoyenneté sans une certaine égalité. Ça ne veut pas dire une égalité complète, parfaite, exacte, mais ça veut dire que je suis indépendant comme toi, tu es indépendant socialement. Nous ne pouvons pas nous acheter l'un l'autre. Donc il faut savoir faire certaines choses par soi-même. Eh bien, marcher, parler, comprendre, dialoguer, lire, juger, écrire, compter, raisonner, courir, estimer, sentir, tout ce que Émile apprend fait partie des savoirs qu'il accumule et qui font qu'il devient autonome socialement et tout compte, les compétences physiques comme les compétences intellectuelles. Donc les étapes significatives de l'Émile épousent le découpage en différentes étapes de l'autonomie, la sentimentale dans le livre 1, le développement sensoriel dans le livre 2. Le livre 3 est tout entier consacré à la recherche de sa propre utilité, et bien ça a rapport à l'autonomie politique. Le livre 4, l'accès au monde moral et à autrui, aux passions, aux sentiments moraux. La fin du livre 4 et du livre 5, la création par Émile d'un foyer et d'une cellule domestique de subsistance. Donc Émile s'achève le livre s'achève quand Émile devient père. L'ancrage familial de la citoyenneté est très important chez Rousseau, même si ça s'arrête là dans Émile, on le retrouve dans le projet de constitution pour la Corse. Donc j'accélère, pardon, mais dans la Corse, il y a tout un montage, un cursus honorum un peu particulier, qui fait qu'on devient citoyen à partir du moment où on a un fond de terre, on est subsistant, on est autarcique économiquement, et on est marié, et on fait des enfants. Et la fameuse phrase que tous les constitutionnels connaissent, lui ne peut être bon citoyen s'il est bon père ou mari, c'est dans le projet de constitution sur la Corse, entre autres. Et c'est l'importalisme aussi, mais il le pique à Rousseau. Voilà, je crois. Donc, les conditions politiques pour devenir citoyen majeur dans la Corse, c'est se marier, procréer, subvenir par soi-même à ses besoins. Mais en fait, ce n'est pas un programme richiste, c'est un programme juste d'autonomie économique et d'autarcie. J'ajoute une autre petite chose, je vais voir un tout petit peu aussi.
Je voulais ajouter une chose, c'est que dans l'éducation, je reviens à la colonne, Rousseau parle un moment de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'apprentissage de la politique par le jeu. Et il dit, à Berne, il y a un exercice bien singulier pour les jeunes patriciens qui sortent du collège. C'est ce qu'on appelle l'État extérieur. C'est une copie en petit de tout ce que compose le gouvernement de la République. Un Sénat, des avoyers, des officiers, des huissiers, tous enfants, bien sûr, les mêmes, des huissiers, des orateurs, des causes, des jugements. L'État extérieur a même un petit gouvernement et quelques rentes. Donc ils sont responsabilisés, ils ont quelques responsabilités, et ça marche bien comme voilà. Donc, évidemment, comment passer sous silence? Donc là, c'était pour dire qu'apprendre à devenir citoyen, c'est aussi apprendre en devenant. Donc, Rousseau, c'est très bien que pour devenir majeur, il faut l'exercer un peu. Donc, le déclic aide. Je ne passe pas sous silence le fait que la question des femmes est largement éludée. Dans l'Aîné, la citoyenne est une mère spartiate sacrificielle qui préfère la mort de ses 5 enfants à la défaite de sa patrie. Elle n'a pas d'autre fonction touristique que de former des citoyens. Certes, elle ne doit pas être linéaire, corrompue, etc. Mais c'est bien trouvé en direct conduisant. Donc, pour conclure, Rousseau, quand sort-on l'enfance chez Rousseau? Est-ce que 18 ans, c'est trop jeune ou pas assez? Pas vraiment la réponse chez lui. Mais il apporte à cette question de la majorité politique une réflexion sur l'indépendance de l'individu, qui tient à plusieurs volets, celui de l'autonomie, que signifie le contrat social, celui de l'indépendance sociale, le fait de son plein droit, et enfin, la liberté comme pouvoir, c'est-à-dire la libération vis-à-vis des besoins, des faiblesses et de la domination d'autrui, de mon voisin. Voilà. Je m'arrête.